Jeudi 15 janvier 2026, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Commençons tout de suite par les actualités sociales. Les transformateurs ayant permis de réduire les coupures d'électricité à Antananarivo n'ont pas été achetés avec des fonds du régime actuel, mais constituent un don de la diaspora de Mayotte à travers la TEMA amicale des natifs de Mahajang destinée à la région de Bouéni. Les membres de la diaspora exigent ainsi la restitution de ces transformateurs à la région Bouéni. En effet, 18 des 24 transformateurs offerts pour lutter contre les coupures d'électricité dans cette région ont été récupérés par les autorités actuelles et transférés à Antananarivo. Khadraman Zatouf pour plus de détails. Selon l'accord conclu entre la diaspora de Mayotte, regroupée au sein de l'ATEMA, amicale des natifs de Mahajang, résidant à Mayotte, et la région Bouéni, 24 transformateurs avaient été offerts à cette région afin de faire face aux coupures d'électricité. Ces transformateurs sont arrivés au port de Mahajang en 2022, contenus dans 40 conteneurs. Toutefois, en raison de problèmes financiers, ils n'avaient pas pu être dédouanés. À la suite des événements survenus dans le pays, les autorités issues du régime de transition ont récupéré ces transformateurs au port de Mahajang le vendredi 5 décembre de l'année dernière. 18 de ces transformateurs ont ensuite été transférés à Antananarivo et ont été présentés comme du matériel acheté avec des fonds de l'État malagasy. Or, il est clairement stipulé dans le contrat entre le ministère concerné et la région de Bouéni que ces équipements doivent être restitués une fois que les transformateurs importés par l'État seront disponibles. Face à cette situation, la diaspora de Mayotte a exprimé sa colère et réclame la restitution de ces transformateurs à la région Bouéni, à laquelle ils avaient initialement été destinés. La TEMA a d'ailleurs adressé une lettre aux responsables concernés à Mahajang, exprimant son désaccord face à ce qu'elle considère comme un détournement d'un don destiné au bénéfice de la population de Mahajang au profit d'Antananarivo, au détriment des habitants de la région de Bouéni. En éducation, tous les examens officiels CEPE, BEPC et baccalauréat ont connu un report cette année par rapport aux dates de l'an dernier, selon le calendrier scolaire publié par les ministères de tutelle. Le CEPE est l'examen qui enregistre le plus grand report. Il se tiendra désormais au mois de juillet, alors qu'il avait toujours eu lieu au mois de juin, avant la célébration de la fête nationale. Fin de scène Mireille. Tous les examens officiels de l'année 2026 ont connu des changements et des reports de date selon le calendrier scolaire publié par le ministère de l'Éducation nationale ainsi que le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Le CEPE est l'examen ayant enregistré le plus long report. Il se déroulera le 21 juillet 2026 alors qu'il était d'habitude organisé avant la célébration de la fête nationale du 26 juin. L'an dernier, l'examen avait eu lieu le 17 juin, soit un report de plus de 1 mois cette année. Concernant le BEPC, les épreuves se tiendront du 27 au 30 juillet 2026 contre la période du 30 juin au 3 juillet 2025. Le report est donc légèrement inférieur à 1 mois. Les examens du baccalauréat auront lieu du lundi 17 au jeudi 27 août, alors qu'ils s'étaient déroulés du 21 au 31 juillet 2025. Les inscriptions à l'ensemble de ces examens officiels sont déjà ouvertes. Parents d'élèves et établissements scolaires se disent désemparés face à ce report. Le report d'1 mois a été une surprise pour les parents. Du côté des écoles privées, il est souligné que tous les établissements n'ont pas connu d'arrêt des cours durant les troubles survenus dans le pays. Les écoles s'interrogent également sur les impacts psychologiques d'une scolarité de 11 à 12 mois sur les élèves ainsi que sur les capacités financières des parents. Toujours un reportage de Fin de Sénat Mireille sur les images de Yves Janel. Dans cette école située à Tiadan, seuls 3 jours de cours ont été interrompus durant les troubles qui ont secoué le pays. Ainsi, le déroulement du programme scolaire n'a pas connu de retard majeur. Actuellement, l'établissement est déjà engagé dans la préparation des dossiers nécessaires aux examens officiels.
Entre 60 et 70% du programme scolaire ont été couverts à l'issue du troisième bimestre. Cependant, l'école se dit préoccupée par le report d'un mois des examens officiels. Pour les responsables de cette école située à Nuspajan, le report d'un mois des examens officiels est jugé excessif. Selon eux, la suspension des cours durant les troubles n'a duré qu'une semaine. Ils estiment également que cette modification du calendrier ne respecte pas les principes pédagogiques en vigueur. Des réunions avec les parents d'élèves des classes d'examen sera prochainement organisées par les établissements afin de décider des mesures à prendre, notamment en ce qui concerne une éventuelle augmentation des frais de scolarité. Pour cette mère de famille dont l'enfant doit passer le CEPE, le report d'un mois était totalement inattendu. Parents et écoles expriment également leur inquiétude quant aux perturbations que ce rapport des examens officiels pourrait engendrer sur le démarrage de la prochaine année scolaire. Et la filière de formation en langue et culture chinoise a été officiellement ouverte lundi dernier à l'université de Vaknakarach dans le cadre d'une coopération avec l'Institut Confucius d'Antananarivo. Environ 50 étudiants suivent cette nouvelle filière. La formation dure 3 ans et permet l'obtention d'un diplôme de licence, ouvrant la possibilité aux étudiants de poursuivre leurs études en Chine. Jameson Ranjanarman de Viva Intirabe. La filière de formation en langue et culture chinoise a été ouverte lundi dernier au sein de l'université Vaknakarach. Cette initiative est le fruit d'un partenariat entre l'université Vaknakarach et l'Institut Confucius Antananarivo. De nombreux étudiants ont choisi cette nouvelle filière qui offre des opportunités d'ouverture vers plusieurs pays, notamment la Chine. La formation s'étend sur une durée de 3 ans et comprend l'enseignement de la langue et de la culture chinoise, dispensé par des enseignants qualifiés dans le domaine. À l'issue de cette formation, les étudiants obtiennent le diplôme de licence délivré par l'université, leur permettant de poursuivre leurs études en Chine. Environ 50 étudiants suivent actuellement la filière de formation en langue et culture chinoise à l'université Vaknakarach pour cette première promotion. 5 universités à Madagascar disposent de cette filière, mise en place dans le cadre de la coopération avec l'Institut Confucius. En tourisme, les activités touristiques à Madagascar dépendent étroitement de la situation nationale et du climat social selon les opérateurs dans le secteur. Les catastrophes naturelles et les épidémies figurent parmi les facteurs d'instabilité du tourisme. Néanmoins, la dégradation des routes et l'insécurité demeurent les principales préoccupations. Cet entrepreneur interpelle ainsi le gouvernement afin d'accélérer la poursuite des travaux de réhabilitation des routes nationales déjà lancés par le précédent régime. Irland. Les catastrophes naturelles qui frappent Madagascar constituent une difficulté inévitable pour les opérateurs du tourisme. À cela s'ajoute aujourd'hui l'insécurité persistante dans le pays, ainsi que la survenue d'épidémies, sans oublier le contexte national général, explique l'entrepreneur du secteur touristique Rizaraswa Varakutuarsu. Ces facteurs nuisent à l'image du tourisme malagasy sur la scène internationale, alors même que le pays dispose de richesses naturelles exceptionnelles et uniques. Il serait donc préférable de mieux maîtriser ces problèmes, en particulier l'insécurité, car la dégradation des infrastructures routières constitue également une perte majeure pour le secteur touristique. C'est dans ce contexte que cet entrepreneur appelle le gouvernement à accélérer la poursuite des travaux de réhabilitation des routes nationales initiés par le régime précédent. Il ressort ainsi que la situation nationale a des répercussions directes sur la vie du pays dans son ensemble, tant sur le plan économique que social. Contrairement à 75 pays, Madagascar n'est pas concerné par la suspension du traitement des visas annoncée par les États-Unis, une décision qui s'explique par des critères migratoires, mais aussi économiques et géopolitiques. Les détails. Les États-Unis ont annoncé la suspension du traitement des visas pour 75 pays à compter du 21 janvier, et ce, pour une durée indéterminée. Une mesure qui concerne principalement les visas d'immigration, notamment les demandes de Green Card, mais aussi certains visas temporaires.
Selon les autorités américaines, le gel vise essentiellement les pays présentant un fort taux de dépassement de visa, des difficultés d'identification administrative, une coopération migratoire insuffisante ou encore une pression migratoire jugée excessive. Des exceptions sont toutefois prévues pour les diplomates, les cas humanitaires et les intérêts nationaux américains. Parmi les pays concernés figurent plusieurs États d'Afrique, d'Asie, d'Europe et d'Amérique latine, l'Algérie, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la République démocratique du Congo, le Maroc, le Sénégal, le Nigeria ou encore la Tunisie. Toujours selon les autorités américaines, les pays absents de la liste présentent soit une stabilité jugée satisfaisante, soit une faible pression migratoire, soit des relations diplomatiques et économiques stratégiques avec les États-Unis. Madagascar fait partie des pays considérés comme économiquement stratégiques. Le pays entretient des relations commerciales importantes avec Washington, notamment à travers l'AGOA, qui soutient les exportations malagasy dans les secteurs du textile, de l'agriculture et des matières premières. À cela s'ajoute une coopération diplomatique stable et une pression migratoire relativement faible. D'autres pays africains comme l'Afrique du Sud, l'Angola ou le Mozambique bénéficient du même statut. Certains États sont également classés comme stables et coopérants, à l'image de Maurice, des Seychelles ou du Botswana, tandis que d'autres sont considérés comme présentant une faible pression migratoire. Ainsi, les citoyens malagasy peuvent continuer à déposer des demandes de visa, tourisme, études, travail ou immigration selon les procédures habituelles. Dans les actualités également, un dangereux bandit, tristement célèbre pour des actes de vol et d'agression avec violence, a été abattu par la police dans la nuit d'hier à Mbudvoun. Recherché depuis longtemps par les forces de l'ordre, il a finalement été neutralisé. Alors qu'ils étaient en train d'agresser une personne rentrant du travail, ce bandit, considéré comme un récidiviste notoire et connu pour des actes de vol et de braquage avec violence, a croisé des policiers en civil qui effectuaient une patrouille aux alentours de la Djirama d'Mbudvoun dans la nuit du 14 janvier 2026. Alertés par les cris et les appels au secours de la victime, les policiers sont intervenus, ce qui a donné lieu à une course-poursuite. Le suspect s'est opposé, sortant un grand couteau afin d'attaquer les policiers. Face à cette menace, ces derniers ont été contraints de faire usage de leur arme à feu. Grièvement blessé, le bandit a été évacué à l'hôpital, mais il a succombé à ses blessures en cours de route. La police appelle la population à signaler toute personne suspecte ou tout individu mal intentionné se cachant au sein de la communauté, ainsi que tout comportement ou fait inhabituel. Elle exhorte également les citoyens à faire preuve de vigilance. En sport, le Maroc s'est qualifié pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations après avoir éliminé le Nigeria à l'issue de la séance des tirs au but lors de la demi-finale disputée hier soir. De son côté, le Sénégal s'est imposé sur le score de 1-0 face à l'Égypte. Le Nigeria et l'Égypte s'affronteront ainsi lors du match de classement pour la 3e place, tandis que la grande finale opposant Maroc, pays hôte au Sénégal, se jouera dimanche 22h, heure de Madagascar. Narsou Razakassan. Le Sénégal et le Maroc ont décroché leur billet pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations de foot. Pour rappel, lors des demi-finales, le Sénégal s'est imposé sur le score de 1-0 face à l'Égypte grâce à un but de Sadio Mané, inscrit à la 78e minute. Les Sénégalais ont largement dominé la rencontre, ne laissant aucune véritable occasion de but aux Égyptiens. Ce but unique a suffi au Sénégal pour accéder à la finale. De l'autre côté, la confrontation entre le Maroc et le Nigeria a été très disputée. Les Marocains ont multiplié les actions offensives, tandis que les Nigériens ont opté pour des contre-attaques rapides. Après 120 minutes de jeu sans le moindre but inscrit par les deux équipes, la qualification s'est jouée lors de la séance de tir au but. Le Maroc s'est finalement imposé par 4 tirs au but à 2. Selon le calendrier, de grandes affiches attendent encore les amateurs de foot ce week-end. L'Égypte et le Nigeria s'affronteront lors du match pour la 3e place, tandis que la grande finale opposant le Sénégal au Maroc se disputera dimanche à 22h.
À l'international, le correspondant de France 24 décrit une ville au ralenti. La circulation y est bien plus faible qu'à l'ordinaire, peu de passants en journée et un bazar à moitié fermé. Pour la troisième nuit consécutive, aucune manifestation n'a été signalée dans la capitale iranienne. France 24. Hier soir, je rendu dans plusieurs quartiers de Téhéran vers 21h. Les rues sont pratiquement vides. La circulation automobile est beaucoup moins importante qu'habituellement. Et donc, et dans la journée, il y avait moins de monde également dans les rues de Téhéran. Le bazar était à moitié fermé, le grand bazar de Téhéran. Certains magasins restent fermés. Il y a moins de monde aussi des piétons, par exemple, sur les trottoirs. Donc, une vie au ralenti, on peut dire, et pour hier soir, pour la troisième nuit consécutive, en fait, il n'y a pas eu de manifestation dans la capitale iranienne. C'est une situation plutôt calme, mais qui reste néanmoins tendue. À cause de la répression, bien évidemment, d'un nombre très important d'arrestations parmi les manifestants, alors que entre jeudi et dimanche, on avait connu des manifestations très importantes, en particulier dans les deux nuits de jeudi et vendredi. L'agence de presse du pouvoir judiciaire iranien Mizan a indiqué peu avant les déclarations de Donald Trump qu'Erfan Soltani n'a pas été condamné à mort. Cette agence ajoute que le jeune a été arrêté samedi lors des troubles dans la ville de Karaj et il est accusé de participation à des rassemblements et actions contre la sécurité nationale et de propagande contre le pouvoir. France 24. L'agence de presse Mizan, qui est l'agence officielle qui dépend de l'autorité judiciaire en Iran, a publié une information un peu une demi-heure avant les déclarations du président Trump, un peu après 1h heure de Paris, affirmant que Erfan Soltani n'a pas été condamné à mort. Donc c'est une information officielle qui provient de la justice. Cette agence ajoute que Erfan Soltani a été arrêté le samedi lors je cite, lors des troubles qui ont eu lieu dans la ville de Karaj. Et il est accusé de participation à des rassemblements et actions contre la sécurité nationale et propagande contre le pouvoir. Donc des accusations qui en général valent une condamnation maximale de 5 ans de prison. Donc c'est peut-être à cela que fait allusion le président Trump. C'est peut-être que l'information ou le message a été envoyé par les autorités iraniennes via par exemple la Syrie ou d'autres pays de la région, puisque par exemple le ministre iranien des Affaires étrangères a parlé à son homologue égyptien, c'est un peu plus tôt dans la soirée, et c'est peut-être à cela que le président américain Donald Trump fait allusion. Cette première condamnation et exécution que certains médias avaient annoncé depuis hier a été démenti officiellement par la justice iranienne, ce qui explique peut-être les déclarations du président Trump. Pour terminer, une grue s'est effondrée sur un train de passagers en Thaïlande, un accident spectaculaire qui a fait au moins 32 morts et des dizaines de blessés, selon le dernier bilan des autorités locales. France 24. Couchés sur le flanc, ces wagons éventrés témoignent de la violence de l'impact. Il était environ 9 h du matin lorsqu'une grue de chantier s'est effondrée sur un train de passagers à 230 km au nord de la capitale Bangkok. Avec 2 de ces wagons écrasés, le train a ensuite déraillé et pris feu. Le bilan est très lourd. Sur les 195 passagers, des dizaines ont été tués et de nombreuses personnes sont blessées, parfois gravement. D'autres n'ont pas encore été retrouvées. Une fois la zone sécurisée, l'équipe de secours pénétrera dans le train pour rechercher d'éventuels corps piégés à l'intérieur. Ensuite, il faudra remettre le train sur les rails. Nous estimons que l'opération prendra environ 7 jours.
La grue était utilisée sur le chantier d'un vaste projet ferroviaire soutenu par la Chine, la construction du premier train à grande vitesse de Thaïlande. Un projet de plus de 5 milliards de dollars qui doit permettre, d'ici 2028, de relier Bangkok à Kunming, dans le sud de la Chine, via le Laos. Les accidents sur les chantiers de construction et dans les transports restent relativement fréquents dans le pays, en raison d'une application parfois laxiste des règles de sécurité. Sur place, le Premier ministre thaïlandais a appelé à faire toute la lumière sur les causes de l'accident, en affirmant que les responsables devront rendre des comptes. Et c'est ainsi que se termine cette édition. Merci pour votre attention. Rendez-vous dès demain pour de nouvelles actualités. Au revoir et excellente soirée sur Viva.